Depuis un bon moment déjà, la France s'enlise dans une tourmente sociale qui refuse de se calmer, comme un refrain entêtant dont personne ne connaît la fin. Ce ne sont plus de simples accès de colère passagers, non. Les grèves et manifestations se sont muées en un véritable cri collectif, celui d'une population désabusée face à des décisions économiques et politiques qu'elle ne reconnaît plus comme légitimes. La fameuse rigueur budgétaire, martelée à coups de promesses de rationalité, ne fait que renforcer une impression largement partagée. Les classes moyennes et populaires règlent toujours l'addition, pendant que l'État, lui, semble avoir oublié sa mission première, celle de défendre ce modèle social qui, jadis, faisait la fierté républicaine. Depuis un bon moment déjà, la France s'enlise dans une tourmente sociale qui refuse de se calmer, comme un refrain entêtant dont personne ne connaît la fin. Ce ne sont plus de simples accès de colère passagers, non. Les grèves et manifestations se sont muées en un véritable cri collectif, celui d'une population désabusée face à des décisions économiques et politiques qu'elle ne reconnaît plus comme légitimes. La fameuse rigueur budgétaire, martelée à coups de promesses de rationalité, ne fait que renforcer une impression largement partagée. Les classes moyennes et populaires règlent toujours l'addition, pendant que l'État, lui, semble avoir oublié sa mission première, celle de défendre ce modèle social qui, jadis, faisait la fierté républicaine. Aujourd'hui, ce pilier vacille, et avec lui, la confiance dans un système devenu sourd à ses citoyens. Dans ce contexte, la réforme des retraites est devenue un symbole de ce conflit, car elle est perçue non comme une simple réforme technique, mais comme une transformation profonde du rapport entre l'État et ses citoyens. Nombreux sont ceux qui estiment que le relèvement de l'âge de départ à la retraite et la modification des critères d'éligibilité sapent l'essence même de la justice sociale et révèlent un fossé grandissant entre le discours gouvernemental sur la nécessité économique et le quotidien des citoyens, marqué par la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat. L'émergence du mouvement Bloc Tout a donné une nouvelle dimension à ces protestations, dépassant la logique des revendications sectorielles pour embrasser celle de la paralysie totale comme moyen de pression politique. Ce mouvement exprime un sentiment d'urgence et de colère, ainsi qu'une conviction grandissante que les voies de dialogue traditionnelles ne suffisent plus à engendrer un véritable changement. C'est pourquoi les médias français suivent de près ces développements, non seulement comme des événements d'actualité, mais aussi parce qu'ils révèlent une crise plus profonde qui affecte la légitimité des décisions politiques et les limites de la capacité du gouvernement à imposer des réformes socialement inacceptables. En définitive, ce qui se passe dans les rues françaises reflète un conflit structurel entre la logique d'un État cherchant à s'adapter à de strictes contraintes économiques et financières et celle d'une société qui perçoit ses politiques comme une menace pour les acquis historiques. Ce conflit est susceptible de se poursuivre tant que ses racines resteront ancrées dans des questions d'identité sociale, de justice et de représentation politique, et non pas simplement dans un texte de loi ou un poste budgétaire. Ce qui se passe dans les rues françaises reflète un conflit structurel entre la logique de l'État et celle de la société. Un conflit qui dépasse le cadre politique pour révéler une faille plus profonde dans le rapport entre gouvernants et gouvernés. L'État fonde ses politiques sur des considérations financières et économiques, les jugeant nécessaires à la pérennité du modèle économique et au respect des engagements européens de la France. Il présente les réformes, notamment celles relatives au budget et aux retraites, comme des choix incontournables. À l'inverse, la société, confrontée au quotidien à la hausse du coût de la vie et à la baisse du pouvoir d'achat, a le sentiment que ces politiques sont imposées sans véritable consensus ni prise en compte de la dimension sociale. Cette divergence de perspective a transformé la rue en un espace alternatif d'expression politique dans un contexte d'érosion de la confiance dans les institutions représentatives traditionnelles. Les manifestations et les grèves ne sont plus de simples moyens de protestation, mais sont devenus des outils pour redéfinir le sens de la justice sociale et les limites du pouvoir d'État. À mesure que la colère monte, il apparaît clairement que le problème ne réside pas dans une loi spécifique, mais plutôt dans le sentiment collectif que l'État ne reflète plus les priorités de la société, ni n'écoute ses préoccupations. Dans ce contexte, le conflit se présente comme une confrontation inégale entre une rationalité technique fondée sur les chiffres et les indicateurs et les engagements financiers, et se présentant comme la seule option viable, et une rationalité sociale et humaniste fondée sur le sens de la justice, de la dignité et du droit à une vie décente.
Tandis que l'État considère les calculs économiques comme la norme permettant d'évaluer les politiques et leur efficacité, une large partie de la société perçoit cette approche comme réduisant la vie sociale à des équations qui ne reflètent pas la réalité vécue ni ne tiennent compte des inégalités sociales croissantes. Ce choc de vision crée un fossé de compréhension et de communication. Le langage du gouvernement devient un discours technique difficilement compréhensible pour les citoyens, tandis que les revendications populaires sont perçues comme émotionnelles ou irréalistes. Or, cette prétendue émotivité n'est rien d'autre que l'expression d'un profond besoin de reconnaissance et de respect, et un refus de réduire le citoyen à un simple numéro dans un tableau budgétaire. Ainsi, le différend n'est plus seulement un débat sur les politiques publiques, mais devient un conflit sur la définition même de l'intérêt public et sur la rationalité qui devrait prévaloir. Celle qui mesure le succès en chiffres ou celle qui le mesure par la capacité de la société à maintenir sa cohésion. Le conflit qui secoue la France révèle un profond affrontement entre deux logiques fondamentalement différentes par leur vision, leur fonction et leur finalité. La logique de l'État repose essentiellement sur la gestion des équilibres macroéconomiques, où la politique se réduit à des calculs de stabilité financière, de contrôle budgétaire et de respect des obligations européennes et internationales. Dans ce cadre, les décisions gouvernementales sont présentées comme des nécessités techniques incontournables et les mouvements sociaux comme des obstacles temporaires à un processus de réforme supposément rationnel et objectif. À l'inverse, la logique de la société puise son inspiration dans l'expérience vécue et le sentiment quotidien de vulnérabilité sociale. Les citoyens réagissent moins à des chiffres abstraits qu'à l'impact des politiques sur leurs revenus, leur temps de travail et leur avenir social. De ce point de vue, des réformes telles que la loi sur les retraites ou les politiques d'austérité sont perçues comme une atteinte directe à un contrat social historique, fondé sur la protection sociale et la solidarité, et non comme de simples ajustements techniques imposés par la conjoncture économique. Cette divergence dégénère en conflit lorsque les instances traditionnelles de médiation, partis politiques, syndicats et parlements, échouent à combler le fossé entre les deux camps. À ce stade, la rue devient un espace politique alternatif, permettant non seulement d'exprimer son rejet, mais aussi de proposer un contre-discours au discours officiel. Tandis que le gouvernement évoque la nécessité et la responsabilité, la société répond par le langage de la justice, de la dignité et de la reconnaissance, refusant de voir sa vie régie par une logique technique qui ignore la dimension humaine. Ce qui rend ce conflit encore plus complexe, c'est qu'il ne porte pas sur des politiques spécifiques, mais sur la définition même de la légitimité politique. L'État tire sa légitimité des institutions et du droit, tandis que la société cherche à la redéfinir sur la base de l'acceptation sociale et de l'équité. Ainsi, le conflit en France apparaît comme l'expression d'une crise plus profonde du modèle de gouvernance, où la logique étatique à elle seule ne suffit plus à imposer le consensus et où la société n'est plus disposée à accepter des décisions à l'élaboration desquelles elle estime ne pas avoir son mot à dire. Résoudre ce conflit en France ne consiste pas à démanteler une logique au profit de l'autre, mais plutôt à reconstruire le rapport entre la logique de l'État et celle de la société sur des fondements nouveaux, plus équilibrés et légitimes. La solution ne peut être purement sécuritaire ou technique, ni reposer uniquement sur la pression de la rue, car ces deux approches aggravent la crise au lieu de la résoudre. Premièrement, la solution exige de restaurer le dialogue politique dans son acception négociée. Cela implique de reconnaître que les réformes majeures, notamment celles qui touchent au contrat social, comme les retraites et les dépenses publiques, ne peuvent être imposées au seul motif de nécessité économique. L'ouverture d'un véritable dialogue national, et non d'une simple formalité, avec les syndicats et les acteurs sociaux, permettra de faire évoluer le conflit des affrontements de rue vers des négociations au sein de la sphère politique. Deuxièmement, l'État doit rompre avec la domination du discours technique et réintroduire la dimension humaine dans la prise de décision. Les chiffres sont nécessaires, mais insuffisants pour obtenir l'adhésion sociale. Lorsque les citoyens ont le sentiment que les politiques prennent en compte la justice et les inégalités sociales, même si elles sont difficiles à mettre en œuvre, ils sont prêts à en accepter le coût.
Il ne s'agit pas ici d'abandonner la réforme, mais plutôt de la repenser sur le plan social. Troisièmement, la crise ne peut être surmontée sans une réforme des instances de représentation politique. L'érosion de la confiance envers les partis politiques et le Parlement a fait de la rue un substitut aux institutions. Renouveler l'élite, renforcer le rôle du Parlement et élargir les mécanismes de la démocratie participative peuvent redonner aux citoyens le sentiment d'être acteurs de leur vie et non de simples récepteurs passifs des décisions. Enfin, une solution exige de redéfinir le contrat social pour l'adapter aux transformations économiques sans sacrifier le principe de protection sociale. La persistance du conflit indique que le modèle actuel n'est plus convaincant, ni pour l'État, ni pour la société. Sortir de ce cercle vicieux ne sera possible que lorsque l'État passera d'une logique de coercition à une logique de persuasion, et lorsque la société passera de la protestation constante à une véritable participation à la prise de décision. En conclusion, la situation en France ne saurait être interprétée comme une crise passagère ou un différend relatif à une loi ou une mesure gouvernementale spécifique. Elle est plutôt l'expression d'un moment charnière dans le modèle politique et social de la République. Le conflit entre la logique de l'État et celle de la société a révélé les limites d'une gouvernance technique déconnectée du sentiment social. Inversement, il a également mis en lumière le risque de blocage des canaux de médiation lorsque la rue devient le seul moyen d'expression politique. Entre ces deux extrêmes, une profonde crise de confiance se développe, menaçant la cohésion sociale et mettant en péril la légitimité des décisions politiques. La solution à cette impasse ne réside pas dans la domination, mais dans la reconstruction du contrat social fondé sur un équilibre entre les nécessités économiques et les exigences de justice sociale, entre l'autorité de l'État et le droit de la société à participer et à être reconnu. Un État qui n'écoute pas perd